Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode des critiques jeux vidéo de Helvétique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jeu The Adventures of Elliot, The Millennium Tales. Studio et développement. Le jeu est développé par Square Enix et Claytechworks et édité par Square Enix. C'est un jeu HD 2D, c'est-à-dire que les personnages sont en pixel art, donc en 2D, mais avec des décors tout en 3D sur lesquels est ajouté un style pixelisé pour imiter les jeux rétro. Les jeux les plus connus de ce genre-là sont Octopath Traveler, Dragon Quest 1 à 3 Remake ou encore Triangle Strategy. A noter que le terme HD 2D est une marque déposée par Square Enix. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé ce jeu comme étant le tout premier jeu HD 2D à être un action RPG et non un RPG au tour par tour. Cependant, on retrouve quand même quelques jeux avec des styles similaires comme Eiyuden Chronicles, qui utilise aussi des personnages en pixel art avec un décor en 3D, décor qui reste visuellement uniquement en 3D sans aucun ajout de texture pixelisée par-dessus, ce qui qualifie donc le jeu de 2,5D et non de HD 2D. Pareil pour le jeu Star Ocean The Second Story R, qui lui est un jeu action RPG sorti avant Elliot, mais qui, comme Eiyuden, est un jeu en 2,5D, ce qui fait donc du jeu Elliot le tout premier vrai jeu action RPG en HD 2D. Pour parler un peu des studios, Square Enix est un géant que l'on ne présente plus, né d'une fusion entre Square et Enix, tous deux étant déjà de gros studios avec chacun leur licence phare. Enix, fondé en 1975, qui compte déjà des jeux comme Dragon Quest, ActRaiser ou encore Star Ocean. Et Square, fondé en 1986, qui compte sur Final Fantasy, dont le 7 qui a été un succès mondial. Mais ce dernier sera au bord de la faillite à cause de projets trop ambitieux, comme le long métrage Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit, premier film entièrement en images de synthèse réaliste, qui n'aura pas le succès escompté. Ils fusionneront donc en 2003 pour devenir ce géant du jeu vidéo qu'il est aujourd'hui, avec un effectif de 4600 personnes environ, ainsi que diverses grosses filiales qui se sont procurées depuis 2003. Pour ce jeu, c'est la team Asano, qui a changé de nom à cause de fusion mais qui reste un terme utilisé couramment pour parler d'eux, qui s'occupe des jeux HD 2D pour Square Enix. Ils existent depuis 2017 et n'ont fait presque que ça depuis. Ils collaborent avec des studios externes sur tous leurs projets, Claytechworks étant leur collaboration pour ce jeu. Pour parler de ce dernier, Claytechworks est un studio japonais né en 2018 d'une scission du département jeux de Silicon Studio et filiale du groupe Creek and River, qui ont travaillé par exemple sur des jeux comme Bayonetta, divers Pokémon, Sonic Frontier, Xenoblade ou encore Fire Emblem. Ils sont spécialisés dans l'aide aux autres studios, ce qui leur permet aussi de ne jamais prendre de risques financiers sur des projets. Ils ont déjà travaillé avec Square Enix pour les jeux Bravely Default, mais ils n'ont jamais créé ou édité leur propre jeu. Gameplay. Le début du jeu a un gameplay proche des premiers Zelda, avec notre seule épée et notre bouclier pour parer les attaques, ainsi que de la vie et des sortes de joyaux dans les vases qu'on peut d'ailleurs casser, mais aussi porter et lancer sur des ennemis. La seule différence notable au début du jeu est que l'on puisse sauter, que ce soit pour esquiver des attaques au sol ou faire des épreuves de plateforme. Mais plus le jeu avance, plus on débloque d'armes différentes, qui sont au nombre de 7. L'épée, la lance, le marteau, la faucille, l'arc, le boomerang et la bombe. Chacune de ces armes attaque différemment et a son utilité au combat. D'ailleurs, on peut trouver des armes dans des coffres sur la carte, ce qui améliore nos armes. Chaque arme, sauf la bombe, ont 3 niveaux de rareté allant de 1 à 3 étoiles. Plus l'arme est haute en étoiles, plus elle peut être chargée. 1 étoile, 1 charge, 3 étoiles, 3 charges. Les charges changent des attaques basiques et ajoutent souvent des effets divers aux attaques. Plus on charge notre arme, plus elle fera de dégâts et d'effets divers. Par exemple, la faucille, qui, en attaque basique, ne fait qu'un petit tour autour de Elliot, permet, en étant chargé, de faire de plus gros ronds continuellement, et quand on relâche l'attaque, la faucille est lancée droit devant et agrippe le premier ennemi sur le chemin pour le rapprocher de Elliot, ou encore l'épée qui permet de faire des lames d'air de plus en plus loin. Le jeu se diversifie encore davantage à l'arrivée des magilites, sortes de cristaux que l'on peut ajouter à nos armes et qui ont des effets très divers,
comme simplement augmenter l'attaque ou la distance des coups, ou encore ajouter des effets qui peuvent brûler ou geler les ennemis, qui permettent des changements d'attaque chargée, etc. Le choix est assez varié et est un super moyen d'adapter nos armes et notre style de jeu. On peut d'ailleurs créer des magilites aléatoires chez un marchand, qui seront d'abord de niveau 1, avec des effets réduits et pouvant grimper jusqu'au niveau 5 vers la fin du jeu. Il faudra aussi payer pour améliorer la boîte à magilites, pour pouvoir en équiper davantage sur chacune des armes. Un peu plus tard dans le jeu, la princesse du royaume nous permet de nous soigner, pratique car on commence le jeu avec très peu de vie et de potions. On peut d'ailleurs augmenter notre vie en trouvant des fragments de vie un peu partout dans le monde, que ce soit dans des coffres ou dans des hôtels de vie. Des sortes d'épreuves spéciales, spécialement conçues pour gagner un fragment de vie à la fin. Chaque 4 fragments nous donne une vie supplémentaire permanente. On passe donc de 5 vies au tout début du jeu à 20 au maximum. Pour les potions, il faut acheter des fioles vides à chaque nouveau marchand, ou en récompense de quête, pour en avoir davantage. Une fois utilisée, elle restera vide jusqu'à ce que l'on daigne racheter une potion à un marchand. On commence le jeu sans aucune fiole et on peut en accumuler jusqu'à 8 à la fin du jeu, qu'on peut remplir de diverses potions, allant du soin faible à puissant, ou encore aux potions de défense ou d'attaque. En parlant de ça, on trouve aussi parfois des raisins blancs ou noirs quand on tue un ennemi. L'un augmente temporairement l'attaque, l'autre la défense. A noter aussi que les décors du jeu impactent notre personnage. Par exemple, l'herbe nous ralentit, mais on peut la couper en donnant des coups d'épée. Les cactus nous font perdre de la vie si on les touche. Pareil, on peut aussi les détruire avec un coup d'épée ou autre. Les sables mouvants nous emportent et il faut sauter sans arrêt pour ne pas être emporté. La glace qui nous fait dériver un moment ou l'eau qui nous empêche d'utiliser nos armes. On ne peut attaquer qu'en faisant une ruée en avant. Ce sont des choses très très simples, mais qui changent totalement le jeu et j'adore ça. Le gameplay change à nouveau drastiquement avec l'arrivée de la fée, que l'on peut contrôler avec le joystick droit ou par un second joueur en coopération locale. Cette dernière attaque automatiquement les ennemis si on lui donne l'ordre ou nous suit et ramasse le butin qu'on loupe, mais elle permet surtout d'utiliser des pouvoirs que l'on peut acquérir en réussissant les épreuves des hôtels de mana, qui sont au nombre de 5. Le feu, qui permet à la fée de s'embraser, utile pour attaquer les ennemis en leur mettant le feu. Allumer les torches, faire fondre la glace, ou exploser les bombes plus rapidement. Le sprint, qui permet de propulser Elliot à grande vitesse, pratique pour se déplacer rapidement ou esquiver des attaques. La téléportation, qui échange l'emplacement de Elliot avec celle de la fée, utile pour traverser des passages impossibles à pied ou pour surprendre des ennemis dans leur dos. L'aspiration, qui crée un vortex de vent qui aspire tout vers la fée, utile pour ramasser rapidement le butin au sol ou pour soit étourdir les petits ennemis, soit les jeter dans le vide. Et pour finir le double, pouvoir incroyablement puissant qui transforme la fée en un deuxième Elliot et qui reproduit chacune de ses attaques durant un court instant, doublant les dégâts d'attaque ou utile pour résoudre certaines énigmes. En plus de tout cela, elle nous permet aussi de faire ressusciter Elliot à l'infini, tant qu'on a de quoi payer. La somme demandée augmente d'ailleurs bien évidemment au fur et à mesure que Elliot meurt, et ce jusqu'à ce qu'on retourne vers un point de téléportation. Tous ces pouvoirs-là peuvent en plus de ça être améliorés au fil du jeu si on réussit à nouveau des épreuves. Par exemple, le sort de téléportation peut rendre Elliot invisible pendant quelques temps après utilisation du sort, ou le sprint qui pousse les ennemis en leur faisant des dégâts. En plus de tout ce dont j'ai parlé, on a aussi des accessoires disponibles. Un seul emplacement de libre au début du jeu, mais il est possible de faire des épreuves spéciales qui nous font réaffronter les boss que l'on a déjà vaincus à la suite pour gagner un emplacement supplémentaire. On peut avoir maximum 3 accessoires disponibles en même temps, sur un total de 20 accessoires différents, ou 24 avec le bonus de précommande et le mini DLC de l'édition de luxe. Comme pour les armes, les accessoires ont des effets très variés qui changent totalement la façon de jouer. On a par exemple un accessoire très pratique qui annule tout malus de déplacement, l'herbe ne nous ralentit plus, la glace ne nous fait plus dériver, etc. Un autre qui permet de faire des ondes de choc à chaque saut que l'on fait, ce qui blesse et étourdit les ennemis. Certains augmentent simplement les bonus, d'autres rendent les boucliers plus faciles à utiliser, etc. Il y a bien trop d'accessoires pour que je parle de tout. Toutes les choses dont je viens de parler servent d'ailleurs presque toutes pour débloquer des zones sur la carte, que ce soit les bombes pour les rochers, le marteau pour les clous géants, les sorts pour passer des barrières magiques ou des gouffres, certains accessoires pour diverses raisons, ou encore nager vaguement sous l'eau pour passer sous des portes immergées, etc.
On a aussi un système de bonus de loot quand on fait des combos de kills, sans perdre de vie évidemment, ce qui est très important dans ce jeu car l'on ne gagne pas de niveau. L'argent et les pierres pour créer les magilites sont presque notre seule manière d'augmenter notre puissance. Je note quand même que dans certains passages assez tendus, quand on doit esquiver des attaques de toutes parts en attaquant avec Elliot, il n'est pas toujours évident de contrôler aussi la fée et les pouvoirs qui vont avec. En tout cas, j'ai personnellement de la peine à faire tout ça à la fois. Pour conclure, le jeu est très dynamique, le gameplay varie beaucoup en fonction de toutes les choses dites précédemment, et c'était vraiment agréable à prendre en main. Les donjons sont fort sympathiques, avec des mélanges de combats, d'énigmes et de plateformes, avec un boss à chaque fin de donjon. Bref, parfait. Sinon, les contrôles du jeu répondent parfaitement bien pour chaque action, que ce soit pour les attaques, les mouvements ou les sauts, même si j'ai eu un peu de peine avec ce dernier quelques fois dans le jeu. Les changements de plan entre les images, les textes et les voix sont eux aussi parfaitement fluides, c'est vraiment parfait. Si je dois juste mettre un petit bémol, ce sont les récompenses quand on bat un boss qui s'éparpillent sur toute la surface de la zone de boss, passe quand même un petit moment à tout ramasser, c'est un peu embêtant. Pour ce jeu, les développeurs n'ont pas trop eu de soucis graphiquement je pense, car le jeu ressemble un peu à tous les derniers jeux HD 2D, avec quand même un énorme travail sur les ombres et lumières, sur les reflets et autres. En revanche, ils ont vraiment réussi leur tout premier jeu action RPG, et je trouve ça très important de le noter. Pour un studio qui ne fait que des jeux au tour par tour, c'est une excellente évolution et vraiment prometteur pour l'avenir. Donc, pour ma note du gameplay, j'ai mis une note de 9,4 sur 10. Graphisme. Visuellement, le jeu est vraiment joli, comme on nous a si bien habitués avec tous leurs jeux en HD 2D. Les personnages en pixel art se marient parfaitement avec les décors en 3D et le travail sur les effets visuels sont juste fous, comme les jeux d'ombre ou les reflets principalement. A noter aussi les dessins vraiment réussis des personnages importants qui comportent tous de nombreux détails graphiques et de belles couleurs. Mis à part ça, les parties en 3D ne sont pas toujours incroyables et le filtre pixel par-dessus ne sauve pas toujours les meubles. Je trouve en effet que plusieurs modèles 3D ne sont pas très bien détaillés. Mais ça reste un souci assez mineur au vu du visuel global du jeu que je trouve splendide. A noter aussi la carte du jeu qui est très bien faite, on s'y retrouve vraiment facilement. On a aussi le design des menus que je trouve fort sympathique. Pour la variété, je vais faire mon chieur 2 minutes pour commencer sur le seul point négatif que j'ai pu trouver, mais qui me trigger à chaque fois. Ma question est la suivante, ils vivent où les gens ? La seule ville du jeu ne comporte qu'environ 5 maisons. Je sais que faire une ville taille réelle dans un jeu comme ça serait inutile car beaucoup de travail pour au final se déplacer dans une ville vide. Mais je trouve ça un peu con quand même. Bien sûr, je rigole, c'est un point vraiment secondaire et beaucoup de jeux du genre utilisent la même technique. Pour être plus sérieux, le jeu est à mon goût assez varié autant en armes, style de combat, personnages, ennemis et décors. J'y reviendrai plus tard, mais on a accès à 4 époques différentes sur la même carte et je trouve qu'ils ont bien réussi à changer assez de choses, mais pas trop, pour que ce soit toujours intéressant à visiter même au bout de la 4e fois, mais qu'on puisse quand même reconnaître 2-3 zones avec des points de repère. Pour les décors, on passe justement de belles plaines bien vertes à des déserts arides ou encore à des belles montagnes enneigées avec des donjons eux aussi bien différents visuellement, passant de grottes de sable à des ruines submergées ou encore des ruines futuristes. Pour les costumes et personnages, je trouve qu'ils ont fait un très bel effort sur les vêtements et les comportements de ces derniers pour qu'ils correspondent à leurs époques. On y reviendra bien évidemment un peu plus tard. Pour les ennemis, il n'y en a pas tant que ça, mais ils correspondent principalement aux lieux ou aux époques, et ont des attaques tous très différentes, ce qui demande de s'adapter à chaque ennemi et de faire attention à qui on a en face. En revanche, il y a quand même pas mal de boss qui, comme les ennemis basiques, ont tous des patterns distincts à maîtriser. Petite parenthèse pour parler des bonus en jeu si l'on a joué à d'autres jeux du studio Square Enix. Rien de foufou du tout, pour la plupart des jeux il s'agit uniquement d'une simple magilite 4 ou 5 étoiles, mais j'ai adoré le clin d'œil du bonus de Trials of Mana, qui est l'un des personnages du jeu, Ries, qui apparaît dans la ville de Elliot, et avec qui on peut vaguement parler. Ce qui est drôle, c'est que le frère de Ries se nomme lui aussi Elliot. Encore une fois, rien d'incroyable, mais j'ai vraiment aimé ce petit bonus, d'autant plus que Ries est le premier protagoniste que j'ai choisi dans Trials of Mana. Car oui, dans ce jeu, on a le choix entre 6 personnages jouables. Donc, pour la note des graphismes, j'ai mis une note de
9,3 sur 10. Bande son. Les musiques du jeu sont juste géniales. Dès l'écran titre, on est déjà transporté par une musique douce et entraînante. Le jeu est composé de 105 musiques, ce qui est énorme pour un jeu comme ça. On a vraiment des musiques pour chaque situation, chaque zone de la carte, chaque donjon, chaque boss, et même pour certains personnages. La majorité des musiques sont très douces et calmes, mais on en a aussi des très touchantes et tristes, ou des musiques vraiment entraînantes et épiques. Bref, tout ce qu'il faut pour réussir un jeu. A noter quand même qu'aucune des musiques n'a la moindre parole ou la moindre voix humaine, sauf une seule, de mémoire. Pas très dérangeant, mais un peu dommage quand même. Pour donner quelques noms de musiques qui m'ont beaucoup plu, il y a déjà la musique d'intro du jeu. Title Theme, qui est une musique passablement douce avec des passages plus intenses. La musique d'un des boss, The Ratomobile, que je trouve tellement entraînante et héroïque. Il y a aussi la musique du château, Uther Castle, qui est reposante et qui nous transporte dans un joli monde de fantasy. La musique du boss de la première fin du jeu, Endless Enmity, qui a un rythme plus élevé que les autres musiques et qui est surtout bien épique comme il faut. Et le meilleur pour la fin, la musique du boss de la dernière fin du jeu, To Claim a Better Future, qui est juste géniale. C'est la seule musique à avoir des voix et le fond de la musique me fait vraiment penser aux musiques de Kenji Kawai sur le film Ghost in the Shell de 1995. Vraiment, j'adore. Sinon, assez important pour le dire, les dialogues ont tous des doublages complets, autant durant les quêtes principales que pour toutes les quêtes secondaires, ce qui est assez rare pour le souligner. Seules les discussions avec les PNJ hors quête n'ont pas droit à leur doublage, ce qui en soi est assez normal. Quand je parle de doublage complet, je parle évidemment des nombreux jeux qui, pour les quêtes secondaires souvent, ne doublent que les 2 ou 3 premiers mots d'une phrase sans jamais la finir. Encore une fois, et comme couramment dans les jeux japonais, les doublages sont impeccables. Je vais d'ailleurs vous en mettre un extrait. 待てよそ者か妙な格好をしているな怪しいものではありません。旅の途中こちらに立ち寄っただけです。怪しいものはみんなそう言うんだ。もうエリオット怪しいものあんなの当てにできるわけねえだろ掟を守るしか能がない連中がまたヒルク様をバカにしてるよ。竜族と交流できれば魔法だって学べるかもしれないのに。またヒルクの世まいごとか。いい加減にしろ。 Donc, pour la note de la bande son, j'ai mis une note de 9,6 sur 10. Scénario. Pour l'histoire de ce jeu, elle commence de manière assez simple, mais se diversifie au fil que l'on avance dans le jeu. Je vais donc essayer de résumer le début du jeu sans trop en dire sur le reste pour ne pas spoil. J'en parlerai évidemment dans la partie spoil plus tard. On commence le jeu avec une voix qui nous demande de sauver le monde. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment il nous parle, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mystère total. Surtout que notre protagoniste, Elliot l'aventurier, n'a pas l'air d'avoir reçu le moindre message. J'aime beaucoup comme le jeu débute directement dans le flou comme ça. On est intrigué dès la première minute de jeu et on le reste jusqu'à la fin. Pour en revenir à l'histoire de base, on suit donc Elliot, un aventurier assez puissant qui a toujours vécu dans l'orphelinat de la ville, n'ayant aucune idée de qui sont ses parents. Après quelques petites histoires sans plus d'importance, le roi nous envoie dans une nouvelle ruine découverte il y a peu et, avec l'aide de la fille du roi, la princesse Euria, qui nous aide par le biais de boucles d'oreilles magiques, Elliot découvre une étrange porte au fond des ruines, porte qui sert à voyager dans un autre âge antérieur à celui à laquelle il se trouve. Je passe les détails, mais le ministre, bras droit du roi, semble s'y intéresser fortement. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment un spoil que de dire qu'il est méchant, ils n'ont fait aucun effort dans le jeu pour cacher ça, bien au contraire. Il passe d'ailleurs la porte du temps pour réécrire l'histoire et le roi nous envoie, nous, pour le stopper. Quand on passe le portail, on se retrouve sur la même carte que durant le présent, mais de longues années en arrière, avec divers changements visuels sur la carte et sur le monde, le plus flagrant étant la ville qui change drastiquement de look. On apprend par la suite que Keyfried, le fameux ministre, convoite une épée surpuissante qu'un des ancêtres du roi présent avait trouvée à cette époque-là. On le traque donc, et par un combat magistral et épique, on le vainc et on devient le héros de...
Ah non, pardon, on meurt. On meurt vraiment comme une merde sans avoir la moindre chance contre Kayfrid. Mais pas grave, parce que c'est ici que l'histoire commence vraiment, avec l'apparition de Faye, une petite fée amnésique qui nous ressuscite et qui deviendra notre principal compagnon d'aventure. Je trouve l'idée de faire mourir notre protagoniste au tout début du jeu vraiment osée, mais tellement cool, même si au final il est bien évidemment vivant grâce à Faye. On rencontre ensuite Eurik, l'ancêtre du roi, et c'est là que je me suis un peu perdu, j'avoue. Sans trop en dire, on retourne dans le présent pour faire notre rapport, et rien n'a changé. C'est là que ça devient délicat quand on veut jouer avec des histoires sur la temporalité d'un point de vue logique. Si Eurik n'a pas eu l'épée, mais que Kayfrid si, le présent devrait être modifié dès le moment où Kayfrid a franchi le portail. Ou encore durant une quête secondaire dans laquelle on doit donner un souvenir de famille d'un personnage dans le présent à son ancêtre loin dans le passé. Donc l'instrument qui se transmet de père en fils a été donné par leur descendance, donc ça a aucun sens en fait. Pour moi, c'est une assez grosse erreur de scénario qui est trop grosse pour que personne ne l'ait fait remarquer. Et c'est même pas les seuls soucis de temporalité que j'ai pu remarquer tout au long du jeu. Je pense que c'est vraiment le plus gros point faible du jeu, sauf si je suis vraiment passé à côté de certaines informations cruciales. Enfin bref, pour revenir sur les époques du jeu, je vais vous les présenter en quelques lignes dans l'ordre chronologique. On a d'abord l'âge des mythes, lointaine époque uniquement évoquée dans le jeu, où les Miyu, une race mi-humaine, mi-homme-bête très intelligente, ont empêché une catastrophe de se produire en enfermant Demise le Destructeur dans la glace. C'est l'époque où Demise le Destructeur, un énorme dragon noir, et Credel le Phénix, deux créatures divines, se battaient dans des combats épiques pour détruire ou protéger la Terre. On a ensuite l'âge de l'éveil, c'est la plus lointaine époque visitable, les humains ne possèdent pas de magie et sont en difficulté constante contre les hommes bêtes qui ne leur laissent aucune chance. L'âge de la magie, l'époque la plus moderne où les humains sont les plus avancés technologiquement et en magie. Ils n'ont presque plus de soucis avec les hommes bêtes car ils sont beaucoup trop puissants. L'âge du renouveau, époque qui vient juste de se finir, il fait suite à une catastrophe qui a détruit la ville magique à cause de trop d'ambition, tout est en ruine, les humains sont sans magie ou presque pas, et sont à nouveau en peine contre les attaques de monstres. Et pour finir, l'âge de l'Égide, période actuelle dans laquelle se passe le jeu de base, la ville est à nouveau belle et les technologies avancent gentiment. Ils ne sont pas encore aussi avancés que l'ère de la magie, mais le sont quand même davantage que les trois autres époques. Pour l'ambiance du jeu, elle est vraiment cool car même si on joue un aventurier solitaire, on est quand même toujours accompagné par un personnage, que ce soit la princesse au tout début du jeu, qui nous parle à travers des boucles d'oreilles magiques, ou Faye la fée, qui plus tard dans le jeu nous suit partout dans nos aventures. Ces deux personnages nous parlent souvent, interagissent avec nous quand le scénario avance, ou commentent simplement certaines actions que l'on fait en jeu, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment ce sentiment de solitude en jouant au jeu, et j'ai trouvé ça vraiment super. On a aussi les quêtes secondaires qui ajoutent un gros plus au jeu, car elles sont toutes utiles, soit pour développer le lore, soit pour développer des personnages, soit qui donnent accès à des boutiques supplémentaires ou même changer vaguement le passé. On a donc l'impression de servir à quelque chose en jouant au jeu, et c'est important dans un jeu de ce genre-là de ne pas avoir des quêtes de remplissage toutes les 2 minutes. On a aussi bien évidemment les musiques, le fait d'avoir une musique par lieu, par donjon, par boss, l'ambiance est juste dingue. Les doublages ajoutent aussi beaucoup, principalement dans des moments tristes, on sent vraiment qu'ils s'y donnent du leur et ça fait plaisir. Un peu plus secondaire mais important quand même, on a des transitions vraiment sympathiques avec notre petit personnage qui a des animations qui correspondent à l'action qu'on effectue pour changer de lieu. Par exemple, si on prend les escaliers, on aura des petites animations de notre personnage qui descend ou monte les escaliers. Ils sont d'ailleurs toujours dans le bon sens. Si on tombe dans un trou, notre personnage sera en train de tomber. Si on marche, on le voit marcher, etc. Rien d'extraordinaire, je l'accorde, mais c'est toujours très cool. Pour les personnages, je suis assez mitigé. Autant il n'y en a pas énormément à travers les époques. En revanche, ils sont presque tous importants pour l'histoire. Surtout que la plupart sont des ancêtres d'autres personnages du présent. Le seul bémol pour moi, c'est qu'en dehors des quêtes, on les voit pas tellement. C'est rare qu'on passe vraiment un long moment avec un seul personnage, sauf quelques rares fois avec des quêtes d'escorte ou de défense. Je chipote probablement un peu, on a quand même Faye ou Euria qui nous suivent presque tout le long. On a presque toujours un personnage avec qui parler dans nos quêtes et ils ont presque tous une évolution qui reste intéressante à suivre. On vit même d'ailleurs certains passages historiques du continent à certaines époques, ce qui nous donne l'impression de participer un peu à l'évolution de la civilisation de ce monde.
Je ne peux pas présenter tous les personnages du jeu car c'est à la fois trop long et à la fois un gros spoil, mais je peux bien évidemment parler de Elliot, le protagoniste de ce jeu, un orphelin aventurier qui est toujours prêt à aider une personne dans le besoin. Euria, la princesse du royaume, qui ne peut pas sortir de la ville car elle la protège avec sa magie, ce qui empêche les hommes bêtes d'attaquer. Ou encore Faye, notre compagnon de voyage, une petite fée assez mignonne et drôle, qui souffre d'amnésie mais qui suit Elliot car c'est le seul à pouvoir la voir et lui parler. On a aussi le roi Ichard, actuel roi du pays et père de Euria. Le ministre Keyfried, un méchant un peu trop cliché qui a ses raisons. Eugen, un ami d'enfance de Elliot et très bon érudit. Ou encore Eirik, Calotesia, Diona, Carter, Mao, Marnie, Hildebrandt, Irk, Kai ou encore Lyudmila. Je ne les ai pas tous cités, mais une bonne partie des personnages le sont. Pour conclure ce point, les personnages ont tous une petite histoire intéressante à suivre, qui en plus est utile au scénario. Donc, pour la note du scénario, j'ai mis une note de 9,0 sur 10. J'aurais voulu mettre une meilleure note, mais les soucis de logique avec la temporalité n'ont vraiment pas aidé, et c'est pour moi un point très important dans un jeu qui tourne autour de ça. Durée de vie. Pour la durée de vie du jeu, je l'ai fini et platine en 31 à 32 heures de jeu. J'ai aussi bien pris le temps de lire chaque dialogue, chercher tous les coffres ou presque sur la carte dans les 4 époques et fini toutes les quêtes secondaires, attraper tous les chats, etc. J'avoue que pour un jeu avec 3 fins différentes, passablement de dialogue et 4 cartes à compléter, 30 heures de jeu reste passablement peu à mon goût, tout en restant quand même dans des temps de jeu corrects. J'aurais quand même ajouté bien 10 heures de jeu si c'était moi, mais si c'est uniquement pour avoir des quêtes de remplissage, ça n'en vaut évidemment pas le coup. Donc je suis assez partagé sur ce point. Pour la difficulté du jeu, je l'ai trouvé assez bien dosé, autant dans les combats que dans les énigmes, soit des donjons, soit pour avoir les 3 fins. J'ai eu quelques difficultés sur certains boss et dans certains donjons contre certains types d'ennemis et je suis mort plus d'une fois et souvent comme une merde, mais on a toujours accès aux potions et surtout à Faye qui nous ressuscite tant qu'on a un peu de money sur soi. Il suffit donc de toujours garder un peu d'argent sur soi au cas où. Pour les énigmes ou les parcours dans les donjons, je les trouve assez simples, pas vraiment la moindre difficulté là-dessus. Il y a cependant les épreuves pour la vie ou pour les pouvoirs de Faye qui, pour certains, peuvent poser des petits soucis. Et pour finir, les façons dont on débloque les différentes fins du jeu qui ne sont pas toujours très instinctives. J'ai dû m'aider d'une soluce pour savoir où aller et quoi faire, mais c'était faisable si je suivais un peu mieux tous les éléments du jeu et de l'histoire. Je trouve donc le jeu assez bien dosé. Donc pour ma note de durée de vie, j'ai mis une note de 8,5 sur 10. Rapport qualité-prix. Le jeu coûte 59,90 sur Steam et 69,90 sur le PlayStation Store, ce qui en fait un jeu quand même passablement cher, surtout pour une trentaine d'heures de jeu. Certes, le jeu est excellent, avec un gameplay dynamique, il est vraiment joli, avec de belles musiques et une histoire intrigante, mais je trouve le prix un peu excessif. Un prix de 45 ou 50 irait parfaitement au jeu selon moi. Donc pour ma note rapport qualité-prix, j'ai mis une note de 7,8 sur 10. Avis. Pour moi, ce jeu mérite clairement une grosse attention de la part des joueurs, autant les fans de RPG classiques que les fans de jeux d'action. Le scénario du jeu a su me maintenir en haleine presque durant tout le long du jeu. Les combats ne m'ont jamais ennuyé et j'ai adoré parcourir la carte durant les différents âges pour y voir toutes les différences et trouver tous les coffres et épreuves cachées. J'espère sincèrement que le jeu sera nommé aux Games Awards, au moins pour une sous-catégorie au vu de tous les jeux prévus pour cette année et pour 2027, mais pour le moment, il a clairement pour moi sa chance pour le GOTY. Donc, pour la note de mon avis, j'ai mis une note de 9,2 sur 10. Alerte spoil. Alerte spoil. Pour cette partie spoil, je vais principalement parler des liens entre certains personnages et sur les différentes fins que je trouve vraiment intéressantes. Déjà, la fin la plus commune est la mauvaise fin, ce qui nous laisse vraiment sur notre fin. En effet, dans cette fin, l'on doit tuer une créature monstrueuse qui a lancé une malédiction à Euria. Le seul moyen pour sauver cette dernière étant de tuer le lanceur de cette malédiction. En ce faisant, Euria est bel et bien libérée de la glace qui l'emprisonnait, mais elle reste affaiblie et froide. On a alors droit au crédit, puis à la même voix qu'au début du jeu,
qui nous demande à nouveau de recommencer et de sauver le monde, car nous avons échoué. Pour la seconde fin, elle est passablement longue car il faut trouver presque tous les chats des 4 époques et aller trouver les 3 sages Miyu, qui ont enfermé le dragon de Mise dans la glace il y a de cela des années. Après moult donjons et autres petites quêtes, les 3 sages nous apprennent à manier l'arme ultime et le sort qui va avec. Sort qui permet d'emprisonner une personne ou un monstre dans une glace presque éternelle. On recombat donc le monstre et on l'achève avec cette technique. Cette fois, la fin est joyeuse, Euria est libérée entièrement de sa malédiction, on se balade d'ailleurs même avec elle en ville pour rassurer les villageois. Fin heureuse et monde sauvé? Non. Encore une fois, mauvaise fin. La voix nous demande encore une fois de sauver le monde, puis tout se brouille. Un son étrange et des images floues d'un dragon noir. J'ai adoré la mise en scène de ces 2 fausses fins, et le fait qu'ils nous disent très clairement qu'on n'a pas vraiment fini le jeu et qu'il nous reste encore la bonne fin à avoir. C'est vraiment génial et plein de mystères avec cette fameuse voix dont on ne sait rien, mais qui sait tout de nous. Pour cette 3e et bonne fin, il faudra aller plus en profondeur dans l'histoire des 4 époques du jeu. Il faut aller à des endroits précis sans indication sur la carte la plupart du temps. Il faut revivre les scènes clés de l'histoire, comme le moment où Eurik accède au trône et où sa femme Diona arrive à maîtriser à nouveau la magie. Magie qui était perdue depuis la fin de l'ère précédente. Ces derniers sont les ancêtres directs du roi actuel, Ichard, et de Euria. On suit aussi l'histoire poignante d'une famille composée d'une mère Miyu et d'un père humain, qui essaye de convaincre un village humain d'accepter l'aide des Miyu, qui peuvent apprendre la magie aux humains pour les aider à combattre les hommes bêtes. Ce passage est assez long et intéressant car il reste très pertinent même encore de nos jours. Accepter de l'aide de semi-hommes bêtes pour utiliser une magie inconnue des hommes, ou lutter sans aide dans la misère. Ce passage est d'ailleurs incroyablement important pour la suite de l'histoire car la fille des parents mixtes n'est autre que Mao, personnage important de l'ère suivante, l'ère de la magie. Pour en venir enfin à la période la plus importante du jeu, la fameuse ère de la magie, on y retrouve divers personnages mais les plus importants sont évidemment Mao et Carter. Mao, comme dit avant, une Miyu née de la fusion d'un père humain et d'une mère Miyu, et Carter, un humain. Ces derniers tombent amoureux et ont un enfant. C'est à partir de là que tout se complique. Hildebrandt, qui a soif d'avancées technologiques, kidnappe Mao, Carter et Lawei, leur enfant. Pour ce passage-là, il faut vraiment être attentif et bien lire car une seule phrase prononcée par Hildebrandt donne l'indice de cette suite de quêtes. Il dit simplement à un moment donné qu'il a un sujet de test prometteur avant de partir. Aucune quête ne se lance à ce moment-là et j'étais en plein dans une autre quête, je n'ai donc pas du tout compris tout de suite. Pour la suite de la quête, on entre donc dans le laboratoire pour sauver Mao, qui nous demande de sauver en premier son fils et Carter, ce que l'on fait. On fait donc passer Carter et Lawei dans une porte du temps pour les envoyer à l'ère du renouveau. On n'aura plus aucune nouvelle information là-dessus avant un bon moment, même si on voit un peu une de choses venir. Pendant ce temps-là, Hildebrandt ment à Mao en lui affirmant avoir tué Lawei, Carter et nous-mêmes Elliot. C'est à ce moment-là que la rage de Mao explose. Elle vouera une haine sans fin aux humains qui lui ont tout pris. Et elle continuera d'être rongée par la haine durant la fin de l'âge de la magie, tout l'âge du renouveau jusqu'à l'âge de l'égide, en se transformant peu à peu en monstre. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment beau, que Mao, que l'on suit depuis un bon moment dans le jeu, que l'on voit toute petite dans l'âge de l'éveil et adulte dans l'âge de la magie, et en monstre dans l'âge de l'égide, qu'on combat et qu'on tue dans nos premières parties. Sa haine l'a conduite à vouloir la destruction de la race humaine et pour ce faire, elle décide de tuer la seule personne capable de protéger la ville avec sa magie, Euria. Elliot comprend alors qui est le monstre, trouve un moyen avec les 3 sages pour la sauver et là, un nouveau combat de boss commence dans lequel on ne doit pas attaquer mais uniquement faire des parades parfaites. Une fois Mao un peu calmé, on lui explique tout. Carter, qui est en vie à cette époque-ci, qui sort tout juste d'une amnésie, et surtout son fils, Lawei, vivant. Son fils Lawei, qui porte désormais un autre nom, celui de Elliot. J'ai trouvé ce passage vraiment sublime, toute la mise en scène de cette histoire, les retrouvailles entre Elliot et ses vrais parents, qu'il aide sans le savoir depuis le début de son aventure, le méchant principal du jeu, qui est en fait un personnage gentil, et surtout sa propre mère. Vraiment, j'ai adoré cette fin. À partir de ce moment-là, passablement de dialogue et surtout le vrai boss final qui approche. De mise, le destructeur qui s'éveille et une seule solution,
réveiller le phénix Credel de son long sommeil avec l'aide de tous les Miyu. Car oui, tous les chats que l'on a trouvés dans notre aventure sont tous des Miyu. Et avec l'aide des villageois qui doivent accepter les Miyu comme alliés. Bref, scène vraiment jolie de fraternité et d'entraide. Pendant que Elliot, lui, retrouve Credel pour en finir avec Demise. Et là, boss final vraiment cool où l'on contrôle les tirs du phénix en combat aérien avant de finir le dragon au sol avec une musique vraiment bien épique. Je passe les détails, mais le monde est sauvé, Demise n'est plus et surtout, la voix parle à Faye, à qui elle parlait depuis le début. Cette voix n'est autre que Elliot, quelques années après. Encore une fois, j'aime bien cette révélation, même si elle est un peu trop facile. J'aurais trouvé presque plus intéressant d'avoir un descendant de Elliot et de Rhea, ce qui en plus aurait annoncé une union entre ces deux tourtereaux, donc... Mais non. Faye décide quand même de rester avec le jeune Elliot et on lui accorde un souhait. Elle peut maintenant être vue et entendue par tout le monde. Bref, la fin parfaite pour tous. C'est vraiment un très très gros résumé, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça et il y a beaucoup de petits détails un peu partout dont je n'ai pas parlé. En tout cas, ce jeu offre vraiment de belles émotions et il est difficile de ne pas lâcher une ou deux larmes à la fin du jeu. Pour parler rapidement du reste, on peut deviner assez facilement les liens entre certains personnages, comme Hildebrand, qui serait un ancêtre de Eurik. Donc celui qui a reconduit l'humanité vers un avenir prospère n'est autre que le descendant de celui qui l'avait détruit. Je trouve ça aussi vraiment très beau, et ça prouve aussi qu'on ne suit pas toujours les traces de nos ancêtres. Ou alors tout l'inverse, comme Kaloteshia, qui est l'ancêtre de Euigen, ou deux des érudits fans d'histoire, de magie, etc. Jeux du même genre. J'ai noté un peu tous les jeux de la team Asano, c'est-à-dire Live Alive, Octopath Traveler, etc., par rapport au visuel et à l'ambiance évidemment. Les premiers Zelda et principalement ceux en vue du dessus, donc le premier, le troisième, le quatrième, etc., principalement par rapport au style du gameplay. Et la série des jeux Mana, avec des combats dynamiques et le choix des armes multiples qui ressemblent beaucoup à ce jeu. Donc, pour ma note finale, j'ai mis une note de 9,09 sur 10, ce qui rend ce jeu excellent. Donc voilà qui conclut ce 4e épisode. Pour vous donner l'indice du jeu suivant, j'ai fait une énigme que voici. Mon style de jeu est très carré et statique. Mon protagoniste porte un nom de jardin mythique. Mon visuel est très européen. Mon studio est coréen. Voilà qui conclut la critique. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir!